Bon, je sais que cette fois j'ai peut-être encore plus de retard que d'habitude, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, si quelque chose n'a pas changé depuis le Pandemic Special, c'est que cette saison 24 est toujours aussi énigmatique. Est-ce que d'autres specials vont arriver, ou est-ce qu'on va de nouveau avoir une saison plus conventionnelle en fin d'année? Bon, tout ça c'est assez incertain, mais on va essayer d'y répondre aujourd'hui, et puis bien sûr, on va surtout voir à quel point cet épisode était bon, et ce qu'il apporte à la continuité. Et là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du deuxième épisode de la saison 24, j'ai nommé le Vaccination Special. Alors tout commence par une blague sur les règles. Enfin, non, pour être plus précis, on nous montre d'abord un centre de vaccination qui ressemble plus à une boîte de nuit très stricte qu'à un hôpital, puis juste après, tout commence par une blague sur les règles. Les enfants, enfin, surtout Cartman et Kenny, font la blague de trop à leur professeur qui décide de ne plus faire cours jusqu'à ce que le corps professoral soit enfin pris au sérieux par le gouvernement et reçoive des doses de vaccin contre le Covid-19. Ce qui, dans la situation actuelle de South Park, s'avère quasiment impossible. Si Cartman a voulu organiser un gag aussi puéril, c'était pour tenter de raviver l'amitié entre les quatre garçons qui semble petit à petit disparaître suite à tout ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, le grand retour de Monsieur Garrison va les faire amèrement regretter cet acte et ils vont donc essayer de mettre la main sur des doses de vaccin afin de faire revenir leur prof, ce qui sera loin d'être évident quand un groupe de complotistes mené par les White va venir s'en mêler. Alors cet épisode, parle finalement de pas mal de choses, et on peut remercier le Pandemic Special qui l'a précédé pour avoir déjà abordé bon nombre d'éléments incontournables de la situation actuelle. Grâce à ça, on a ici droit à un special qui va pouvoir aborder sans trop se disperser un sujet plus que vaste, la vaccination. Et oui, puisque comme son nom l'indique, plus que de Covid, c'est surtout de ça dont il est question. Maintenant, tout le monde connaît le virus, tout le monde a appris à adapter son quotidien par rapport à lui, et la seule question qui persiste, c'est quand est-ce que tout pourra redevenir comme avant. Sur ce point, l'épisode est clair dans son message et dans sa représentation de la situation. Les scénaristes ont pris le parti des vaccins qui sont vus comme la solution, les seuls à remettre ça en question étant les QAnon, dont on reparlera après, mais voilà quoi, c'est pas des adversaires particulièrement éclairés. D'un côté, on pourrait reprocher à l'épisode ce choix, puisque pour un special consacré à la vaccination, ça aurait été intéressant de voir plus en profondeur ce qui peut être reproché au vaccin. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est finalement pas une si mauvaise chose. Je m'explique. Au moins, en partant de ce point de vue, c'est plus facile pour ce Vaccination Special de ne pas trop s'éparpiller. C'est maintenant assez communément admis que la vaccination est la solution pour sortir de toute cette crise, et autant se concentrer là-dessus, sur la pénurie de doses et sur l'émergence des QAnon, plutôt que d'essayer d'être trop exhaustif jusqu'à l'extrême sur ce sujet. On comprend dès le début, à South Park, à part les complotistes, tout le monde veut se faire vacciner pour retourner à une vie normale. Le problème, ce sera avant tout de mettre la main sur le vaccin, dont on ne citera d'ailleurs jamais de nom, ce qui va dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Pas de Pfizer, Moderna ou d'AstraZeneca, ici c'est globalement le vaccin contre le Covid-19, point barre. Et du coup ce vaccin, on nous fait bien comprendre que pour en trouver, il va falloir se rapprocher du seul centre de vaccination de la ville, le Walgreens. Transformé en club select dans lequel seuls les vieux ont le droit d'entrer, beaucoup essaient de trouver une excuse pour s'y infiltrer, McKay et Adler les premiers, mais ça a pas l'air de trop bien marcher. En même temps, au-delà des vaccins, la musique a l'air sympa et même Jésus himself arrive pas à y entrer, forcément que ça donne envie d'y aller. Le fait que tout le monde fasse semblant d'avoir des problèmes de santé, c'était bien vu, mais ce qui était encore mieux, c'est le traitement qui est fait des personnes âgées. Finalement, c'est les seuls à avoir la situation à leur avantage. Ils sont passés de rebuts de la société laissés à l'abandon dans des maisons de retraite avant le vaccin, à loupards qui passent leur temps à boire dans les bars, sortir frimer et faire des drifts sur le parking de l'école. Et même Marvin s'y met. Finalement ça a rien d'étonnant. En tout cas, moins que Trey Parker qui a l'air de toujours autant aimer faire les voix de petites vieilles. Donc voilà, maintenant on a vu ceux à qui profitait la vaccination dans la situation actuelle à South Park, maintenant on va voir tous ceux pour qui c'est beaucoup plus compliqué, à savoir absolument tout le monde. Bon, commençons déjà par le corps professoral. Les profs ne sont pas considérés comme assez importants pour recevoir des doses de vaccin en priorité, donc forcément ce climat constant d'angoisse associé à l'impression de tout le personnel d'être ignoré va définitivement précipiter la chute de l'école quand les enfants feront la blague de trop. Cartman reconnaît lui-même plus tard ses fautes. Sérieusement, une blague sur les règles, quel âge vous avez les gars? En tout cas, on voit que l'école s'est bien adaptée aux règles sanitaires, encore plus que dans le Pandemic Special. On aurait pourtant pu croire à première vue que élèves et adultes avaient intériorisé toutes ces nouveautés et qu'ils y étaient habitués, mais le craquage de Miss Nelson vient prouver que ce n'est qu'une façade, et c'est à partir de là que les problèmes vont s'enchaîner. Et puis je parle de Miss Nelson, mais finalement tout le monde craque, même le conseiller Monsieur McKay, sur lequel on apprend d'ailleurs son âge, 50 ans. Après au final, la blague sur les règles part d'une volonté saine, les enfants veulent s'occuper de la dégradation progressive de leurs relations et ont envie que tout redevienne comme avant. Tiens, parlons des 4 garçons justement, puisque point très positif, ils sont vraiment au premier plan dans cet épisode. On se rend vite compte que chacun a une vision très différente de la bonne chose à faire, et ça ne va faire que les séparer de plus en plus. Certes, ils sont tous d'accord pour ravigoter leur amitié, mais une fois le vaccin en leur possession, c'est plus la même chose.
Kenny est peut-être le seul qui ne veut que le retour de leur brochip historique, mais entre Cal qui veut donner les vaccins au professeur, puis finalement aussi à ses parents, Cartman qui veut les revendre et Stan qui veut les garder pour eux pour que pour une fois ce soit pas les enfants qui passent en dernier, avec pourtant un objectif commun, le fait d'avoir des méthodes aussi opposées pour y parvenir les rend irréconciliables. En fait, ils font finalement tous preuve d'égoïsme, mais à des degrés tellement différents qu'il n'existe aucune solution. Dès le début, on comprend que c'est compliqué. Une année d'incertitude, de changement, de distance et de stress a mis à mal leur relation. Et en soi, ça peut être très intéressant d'avoir un développement là-dessus en fonction de ce qu'ils en feront plus tard. Même si c'est vrai que forcément, ça fait un peu penser à You're Getting Old sur certains points. Aussi, ce qu'on peut noter, c'est que Kenny a vraiment de l'importance dans cet épisode. Il a même de vraies répliques, ce qui est assez rare pour être souligné. Bon, on le voit aussi aller voir McKay pour parler de ses problèmes, ce qui montre encore une fois qu'il a toujours une relation intéressante avec ce dernier, comme dans les dernières saisons. Mais évidemment, ce qui est bien plus mis en avant, c'est sa relation avec ses 3 acolytes, puisque dans l'équation, Kenny est surtout là pour représenter leur amitié justement. C'était d'ailleurs bien drôle de les voir essayer de régler le problème à coup de procédure de divorce, et ça montrait que c'est finalement le seul qui était encore réellement bloqué dans le passé, et qui ne voulait pas aller de l'avant. Un message qui, on en reparlera après, a beaucoup d'importance dans ce Vaccination Special. Enfin je dis ça, mais c'est en fait assez faux, puisque Kenny dit de lui-même quand il entre dans le bureau du conseiller qu'il ne voit pas son futur avec eux. Peut-être encore un signe que les 3 autres ne l'écoutent plus réellement, comme on peut le voir pendant tout l'épisode où ils le prennent juste pour un enfant. Kyle et Stan c'est encore pire, eux qu'on connaissait si proches avant n'ont plus aucune complicité. C'est comme si la pandémie avait eu raison de tout le positif qu'ils avaient dans leur quotidien. Rien que quand ils marchent dans les rues, on les voit garder leur distance. Alors c'est marrant quand en tant que spectateur on remarque le détail et on s'aperçoit que les plans sont du coup beaucoup plus larges, mais finalement ça a bien plus de sens que ce qu'on pourrait penser à première vue. C'est quand on voit que même les piliers sur lesquels la série est basée commencent à chavirer, qu'on remarque vraiment l'impact qu'aura eu cette dernière année jusque dans la fiction et que rien ne sera plus jamais comme avant. Enfin en tout cas, au moins pour le temps de cet épisode, les 4 enfants sont encore réunis sous une même bannière, les Community Kids. Mais ça, on en reparlera juste après, au moment d'aborder leurs adversaires complotistes. Passons maintenant au gros morceau de l'épisode, et ça fait des années que j'attendais de pouvoir dire ça, le retour de Garrison. Il est enfin revenu, depuis le temps qu'on l'attendait, et même si avec la fin de la présidence Trump ça semblait assez évident, le personnage qu'on connaît est de retour en ville, mais qu'on n'avait quasiment pas vu depuis la saison 20, puisque je fais bien la distinction entre le personnage de Garrison et celui du président américain qui n'existait que pour moquer son homologue IRL. Garrison n'a été que très rarement Garrison entre les saisons 20 à 23, seulement pour quelques passages assez brefs, comme dans Son the Witches par exemple. Mais déjà rien que le fait qu'on suive Garrison avec ses vieux habits verts, je trouve ça incroyable, et avec le retour de Monsieur Toc à la fin de l'épisode, la nostalgie n'en est que plus renforcée. Et d'ailleurs on apprend qu'en tant qu'ancien président, il bénéficie maintenant de Mr. Service, qui fait globalement office de nouveau monsieur esclave, ça se remarque rien qu'à son accoutrement. On nous refait aussi un peu tout son historique quand il est devant le principal PC Strongwoman, c'est-à-dire homophobe, puis gay, puis femme, puis président, enfin voilà, tout ça. D'ailleurs ça me rappelle que j'avais dit que je sortirais le prochain South Park Character Show sur Garrison, il serait peut-être temps que je me dépêche. En tout cas, il confirme qu'il était juste dans une phase où il est devenu président, comme sa phase gay, ou sa phase femme en gros. C'est vraiment un personnage sur lequel on ne peut pas reprocher un manque d'évolution au fur et à mesure des saisons. Après, on peut toujours suspecter que cette histoire est une conséquence de sa manipulation dans la saison 20 par les Member Berries, ou Memo Myrtille en français. À vrai dire, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que la saison 20 nous montrait clairement le rôle principal qu'elles ont eu dans la présidentielle de 2016. Mais en même temps, cette intrigue a totalement été arrêtée, à tel point que maintenant il semble que tout ça n'ait été que les actions d'un Garrison qui se trouvait dans une phase particulière de sa vie. Et c'est d'autant plus bizarre qu'il ne se souvient même plus des White, qui ont été ses plus grands soutiens durant sa présidence, ou en tout cas il réagit complètement différemment de la dernière fois qu'il les a vus. Même scénaristiquement c'est étrange, parce que son intrigue dans l'épisode ne nécessitait pas nécessairement qu'il ne se souvienne plus d'eux. Du coup, est-ce qu'il était sous l'emprise des Member Berries jusque-là ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si là il semble dire que c'était juste lui. On dirait que sa phase présidentielle est bel et bien passée, et on va pas s'en plaindre. Il veut que tout redevienne comme avant, qu'on oublie les bagages qu'il traîne, comme si rien ne s'était passé. Mais la ville n'est pas trop de cet avis. Pour dire les choses clairement, tout le monde le déteste. C'est intéressant de voir comment l'emphase est mise sur son retour. Les autres le voient encore comme le président, alors que lui est complètement passé à autre chose. Ça lui paraît tellement anecdotique que c'est comme si les dernières années n'avaient jamais existé pour lui. Comme souvent, il ne comprend rien et voit les choses par son prisme de professeur. Pour les autres, il est le président sortant à cause de qui tout a dégénéré dans le pays, alors que de son point de vue, il n'est qu'un simple enseignant de CM1 de retour après quelques congés. D'ailleurs, il est tellement à côté de la plaque qu'il pense que tout ce qu'on lui reproche, c'est d'être gay, alors qu'encore une fois, c'est lui le seul à penser ça.
Tous ces passages peuvent être interprétés comme la série qui voudrait peut-être retourner à une formule plus traditionnelle, revenir aux sources en mettant de côté les erreurs qui ont pu être commises ces dernières années, notamment en se recentrant sur les 4 enfants principaux et en retrouvant un contexte plus familier. À côté de ça, par contre, la ville et donc les spectateurs restent réticents, puisque forcément on ne peut pas juste revenir en arrière juste en claquant des doigts. Bon ok, retour aux sources et épisode d'une heure sur un sujet politique et social, ça peut peut-être sonner un peu dissonant, mais bon, vous m'avez compris. Un parti pris qu'on peut reconnaître à cette saison, qu'on l'aime ou qu'on soit déçu, c'est qu'elle ne parle finalement quasiment jamais directement des élections américaines de 2020. À mon avis, ce qui s'est passé avec la saison 20 les a clairement refroidis, et ils ne voulaient pas risquer de reproduire un tel fiasco. On va dire, personne ne le voulait. S'ils n'en ont pas parlé frontalement, ils ont quand même décidé d'aborder un mouvement qui est quand même très lié, à savoir les QAnon. Tout d'abord, ils nous sont introduits à travers une famille qu'on commence à bien connaître, les White. Bon, j'imagine que j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'ils représentent, hein. À vrai dire, à littéralement chacune de leurs apparitions, ils sont utilisés pour parler de politique, donc on est habitué. Même si, juste en tant que famille, on nous rappelle leur première apparition à travers un portrait de leur fils décédé, ce bon Jason. Avec eux, on s'aperçoit que finalement, il y a encore des gens qui soutiennent quand même Garrison. Mais après, faut voir de qui on parle. Le président sortant est considéré comme l'élu par Bob White, mais pas seulement, puisqu'on se rend compte qu'il y en a d'autres comme lui lorsqu'on assiste à une réunion de QAnon dans sa cave. Alors, on se doutait déjà que l'épisode allait tacler les QAnon vu que le teasing nous vendait un South Park avec un Q à la place du K, mais au final, ça se limite juste à ça. Ce Q n'aura pas de sens plus profond que ça dans l'épisode. À vrai dire, je trouve qu'avec les QAnon, on n'est clairement pas dans la meilleure partie de l'épisode. C'était certes très marrant à pas mal de moments, mais on a du mal à réellement voir où l'intrigue veut en venir. J'ai par exemple bien aimé qu'on nous montre à l'image les aberrations à l'origine de la pensée complotiste des QAnon. Ça faisait même un peu penser à la scène de piégé dans le placard où on voit ce que croient vraiment les scientologues, mais cette fois même pas besoin de bandeau. Par contre, tout tombe justement un peu à plat quand on se rend compte qu'en fait, la réalité est tellement exagérée que c'est compliqué d'en faire quelque chose d'encore plus exagéré dans la série, même si à la fin il s'avère que tout est vrai, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, cette intrigue ne réinvente finalement pas grand chose. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je l'ai pas non plus trouvée mauvaise. Déjà, on garde le sens du détail, que ce soit avec la famille Malkinson qui réapparaît et qui fait assez logiquement appel au service de Tutor-Non, ou encore Parker et Stone en tenue de basketball sur le tableau représentant les élites. Sympathique clin d'œil qui s'avérera finalement pas si anodin que ça. Ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est les Lil Cuties, les enfants qui ont intégré les idées de Q comme des vérités et qui maintenant vont venir s'opposer aux Community Kids pour les empêcher de délivrer les terribles vaccins. On a des journalistes qui se servent d'ailleurs des deux groupes d'enfants pour extrapoler des combats qui les dépassent pourtant. C'était marrant mais peut-être quand même un poil trop récurrent. Aussi, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est Butters, qu'on voit tout d'abord nous dire qu'il suit encore les cours depuis chez lui. Assurément à cause de ses parents, parce qu'on les connaît, la scène coupée du teaser peut aussi nous y faire penser, et il dit lui-même après qu'il veut sortir de chez lui. Mais il revient aussi pour le plaisir de venir secouer le drapeau américain, et on apprend aussi qu'il ne croit pas spécialement l'idéologie des QAnon, mais qu'il s'allie simplement à la première mouvance venue qui lui permettra d'enfin sortir de chez lui. C'était sympa aussi de représenter les QAnon avec des visages un peu familiers, comme par exemple avec l'activiste Jake Angeli, qu'on a vu partout dans l'actualité sur les images de l'attaque du Capitole. Les voir devenir des professeurs pour propager leurs idées aurait pu être encore mieux exploité, mais c'est surtout très drôle de voir à l'écran Epstein, Oprah, Clinton et Obama faisant les horreurs qu'on les accuse de faire. Enfin voilà, cette partie n'est pas non plus mauvaise, mais si ce n'est pour la scène méta, les QAnon ne restent pas spécialement mémorables dans cet épisode à mon avis. Bah tiens, la partie méta. Parlons-en. Quand j'ai vu la scène dans la montagne, j'ai trouvé ça très intéressant, que ce soit graphiquement et au niveau de la mise en scène et des possibilités, évidemment, mais aussi sur ce que ça pouvait raconter. Après, c'est vrai que ça change vraiment beaucoup d'habitude, mais alors, c'est génial ou est-ce qu'on considère que ça part en couille? Déjà, ça semble un peu facile pour ce qui est de conclure les intrigues. C'est littéralement un Deus Ex Machina qui sort presque de nulle part et qui clôture l'épisode comme s'il suffisait de claquer des doigts pour résoudre tous les problèmes. Après, à ce niveau-là, il n'y avait pas de réelle solution pour que tout le monde s'en sorte ce coup-ci. C'est finalement une conclusion assez cynique puisque seule une intervention divine pourrait permettre de régler la situation aussi rapidement et simplement. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ça. Même si, depuis la diffusion de l'épisode, les vaccins sont disponibles en assez grande quantité un peu partout, donc c'est plus vraiment un problème. Cependant, on comprend que ce qu'on nous montre ici, c'est qu'au moins maintenant tout est fini à South Park, donc on n'aura très certainement pas de troisième spécial sur le Covid. Du coup, le fait de briser le quatrième mur était pas forcément la meilleure façon de conclure cet épisode, mais en vrai, je vais pas mentir, cette scène elle est trop cool. Déjà que tout soit résolu si simplement, c'est fait exprès. Garrison a fait un pacte avec les élites et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le staff est si directement montré comme étant omnipotent. Ce sont les dieux de ce monde, les élites. Et pas seulement Parker et Stone comme on l'a vu avant, mais également les animateurs et sûrement le staff dans son intégralité.
Représenter Bob White comme gros stub, c'était hilarant et ça montre d'autant plus ce que les créateurs pensent de ce personnage et de ce qu'il représente. Mais déjà, l'idée de faire une telle scène était un défi autant technique que scénaristique. Défi qui pour moi est vraiment réussi. À l'image bien sûr c'est top, on a presque droit aux coulisses de l'animation de South Park, avec des mises en scène très inventives allant même jusqu'à jouer sur les différentes couches de calque. Et puis pour ce qui est de la pertinence de s'engager vers une voie aussi méta, ça n'a jamais eu autant de sens qu'avec l'apparition finale d'une marionnette qui signifie beaucoup. L'objectif était de revenir aux sources, que ce soit pour Garrison ou pour la série en elle-même. La ville en a marre du président et de tous les changements de ces dernières années qui lui sont reprochables. Eh bien, toutes ces volontés et toutes les interrogations qui reposent derrière peuvent être représentées par un seul objet, ou plutôt un seul personnage, Monsieur Toc. Je pourrais passer énormément de temps à m'attarder sur son cas, mais la vidéo va déjà être assez longue. Monsieur Toc, c'est le symbole de l'ancien South Park, et même de cette ancienne vie, un passé où tout n'avait pas encore dégénéré. Marre de tous les acolytes successifs de Garrison, c'était sympa de le voir changer tour à tour pour finalement toujours revenir au point de départ, mais il est finalement temps d'un vrai retour aux sources. Pour Garrison et surtout pour la série. Plus de Covid, plus besoin de s'entretuer et même plus de problèmes, juste de la nostalgie et surtout ce prof de CM1, toujours aussi caustique, accompagné de sa marionnette à la main. Et c'est pour ça que ce retour de Monsieur Toc est finalement plus important qu'on ne peut le penser au premier abord, et aussi une très bonne chose pour la série et même pour nous. Attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose. Le retour de Monsieur Toc est rempli de tout plein de symboliques, mais finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Non, pas du tout, et la série en est parfaitement consciente. En fait, elle essaie même de nous la mettre à l'envers. Cette fin n'est pas une bonne fin. Enfin, si, c'en est une très bonne pour l'épisode, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fin joyeuse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je dis pas ça par rapport aux enfants. La ville, et par extension la série, se complaît dans le fait de revenir en arrière, au bon vieux temps, à une situation passée idéalisée où tous ces soucis étaient encore bien lointains. Mais pour moi, le message principal de l'épisode, c'est la futilité du retour à la normale. Et en terminant sur la ville entière faisant la fête sans masque, et avec Monsieur Garrison de retour en classe avec Monsieur Toc, on a là une fin très cynique et dérangeante, une fausse bonne fin, où tout est mécaniquement rembobiné comme si rien ne s'était jamais passé. Bon là vous vous dites peut-être que je vais un peu loin, et c'est peut-être vrai, mais pourtant j'ai beau réfléchir dans tous les sens, ce genre de paix factice ne peut être qu'un problème sur le long terme. Garrison veut plus que tout redevienne comme avant, et ça le pousse à faire un pacte dans l'erreur. De leur côté les enfants aussi le veulent, mais eux n'arriveront pas à leur fin et comprendront qu'il ne sert à rien de se forcer. South Park c'est eux à la base, la morale c'est eux, et même si c'est le point sur lequel tout finit mal, c'est là qu'est le véritable sens de l'épisode. Donc d'un côté, entre les habitants qui font tous la fête sans masque, et de l'autre les enfants qui se séparent, il n'y en a qu'un des deux qui est finalement une conclusion positive, et c'est pas celui qu'on aurait choisi au premier abord. Après en termes de construction du final, rien de bien original. Comme souvent dans la série, on a l'impression que tout va bien se passer, mais à la dernière minute on se rend compte que non. C'est un trope très souvent utilisé dans South Park, c'était d'ailleurs encore le cas dans le Pandemic Special. Mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal, donc pourquoi s'en priver ? D'ailleurs, globalement, on n'a pas vraiment de rappel du Pandemic Special, comme si l'histoire du pangolin et de Randy avait été oubliée. Parce que je rappelle qu'à la base, c'était bien du pangolin que devait venir le vaccin. C'était même tout l'enjeu du Pandemic Special. Là, on nous dit juste que le vaccin existe, et c'est tout. Après, c'est logique d'une certaine façon, il fallait faire un choix entre fiction et réalité, et ils l'ont fait. On troque un peu de cohérence interne pour un peu plus de similitude avec la réalité. Oublier ce qui s'est passé avant dans la série pour mieux coller à notre quotidien et donc rendre la critique plus pertinente. Finalement, on n'a pas non plus eu de Randy. Bon, sauf à la fin, puisqu'il se devait au moins de faire un caméo, mais pour un épisode dont le titre finissait par Special, c'était assez étonnant. Comme quoi, pour tous ceux qui en doutaient encore, la série peut toujours s'en sortir sans forcément s'en remettre à lui. D'ailleurs, beaucoup ont dû être contents de cette absence, et même moi je pense que c'était une bonne chose. Même si, comme vous le savez sûrement, je l'adore, c'est finalement pas si mal. Surtout que l'épisode précédent lui était consacré en bonne partie, il fallait donc dans celui-là revenir à une formule moins redondante, et c'était surtout assez rafraîchissant d'avoir du Garrison à la place. Dans tous les cas, il fallait faire un choix entre les deux, sinon ça aurait pu être trop similaire et il n'y aurait plus aucune place pour les enfants dans l'épisode. Bon après, vous n'avez pas pu le rater, le Vaccination Special joue énormément sur la nostalgie à pas mal de moments. Déjà avec Garrison, mais aussi plus globalement avec le fanservice. Bon allez, ça va être long, mais je vais essayer de citer un maximum de personnages qui réapparaissent, alors souhaitez-moi bonne chance. Les gnomes voleurs de slip, Mephisto, Liu Kim, Jésus, Kenny West de retour sous sa forme pseudo-humaine par rapport à Nana du Destin, des aliens, l'infirmière Gollum, des hommes crabes, Jared, les Thompson, Jimbo de retour, Barbara D, Monsieur Esclave, Ned, Heather Swanson, Al Super Gay, le maire d'Imagination Land, Frank Fun, Victoria, Monsieur Adams, le DJ du
chez Peppermint Hippo, le producteur des PC Babies, Monsieur Guillermo, un Marclar, Pipi, Servietsky, Santa, Najik Santako qui chie des glaces, un Galgamek, un Jousien, Classy, Foufa, le panda du harcèlement sexuel, le président canard, Cthulhu, le colonel Sanders, la chauve-souris du Covid, Porcinet, poire à lavement et sandwich au caca, la mort, le vieux du jardin de la trahison dans la trilogie du Black Friday, qui d'ailleurs a changé de maison, Dildo Schwaggins, Al Gore, Satanas et Diabolo, Big Mesquite Murph, Dieu, Mecha Streisand, Scott Tenorman, l'homme ours sport, Spontaneous Boutet, Alfie, le Gooman, le vendeur qui se frotte les tétons, les frères Lagol, David Blame, Grove Xerxes, Seaman, Moïse, David Nelson, Wayne D, un mec de la police intergalactique, le mec d'Inception, et je suis même pas exhaustif. Et il y a même des persos exclusifs aux jeux vidéo, comme Chiquita le gorille de Casa Bonita, ou encore Shub Nigurat, et ça, c'est des clins d'œil très sympathiques pour les fans les plus avisés. D'ailleurs, j'ai remarqué certains détails marrants que vous auriez potentiellement pu rater, donc je vais vous les faire sous forme d'anecdotes. Déjà, le disclaimer du début est encore différent. C'est pas grand chose, mais ça mérite d'être remarqué. Team Pokémon a l'air d'être toujours populaire chez les plus jeunes. Aussi, il y a une scène avec Cartman et Stephen qu'on retrouve dans le trailer de l'épisode, mais qui n'est finalement pas apparu dans l'épisode diffusé. Stephen qui d'ailleurs fait une danse Fortnite. On a une première représentation du président Biden dans la série sur le tableau des QAnon. D'ailleurs, je vous conseille de faire pause et de le regarder ce tableau parce qu'il y a pas mal de détails assez marrants. Comme par exemple Whale on Moon, référence à ce bon Will X qui, en effet, se trouve toujours en orbite et n'est pas prêt de revenir. Par contre, je sais pas trop ce que ça peut leur faire aux complotistes. Enfin bref, l'idée qui reste quand même tout le long en toile de fond, c'est que finalement 2021 sera pas beaucoup mieux que 2020, ce qui n'empêche cependant pas de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, et finalement fêter ce qui semble se rapprocher du début de la fin, avec un nombre de plus en plus important d'Américains qui sont vaccinés. L'épisode aborde aussi les restos, avec le fait que les enfants puissent se cacher au raisin, qui est tombé en ruine vu qu'il est resté fermé depuis maintenant bien trop longtemps. Il est aussi dit que le Covid continue à tuer des gens, même si pour le coup c'est à travers la bouche d'un Gérald de discours moralisateur, et il y a également Miss Nelson à la fin, même si cette fois c'est plus une blague slash Deus Ex Machina pour faire revenir Garrison. Le fait est que le Covid reste meurtrier, même si globalement à South Park ils s'en sont bien sortis. Mais donc ce que j'ai surtout ressenti en sous-texte tout au long de l'épisode, c'est cette futilité du retour à la normale comme j'expliquais tout à l'heure. Présente chez les enfants bien sûr, mais aussi via les représentations des réactions de chacun. Tout ne va pas redevenir comme avant comme par magie, juste en se forçant. C'est même ça qui peut conduire à détruire tout ce qui avait mis tant de temps à être construit. Pourtant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Le monde a changé trop brutalement d'un coup sans que personne n'ait vraiment eu le temps de s'y habituer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour se relever de tout ça ? C'est comme si on n'avait pas d'autre choix que de refaire tout ce dont on avait l'habitude dans le passé, juste parce que c'est le seul moyen de comparaison qu'on a. Même si on sait pertinemment que rien ne sera plus jamais comme avant. La question qui transparaît finalement sur la fin, c'est est-ce qu'une fois toute cette pandémie passée, le monde va réellement tenir compte de ses erreurs, ou allons-nous juste simplement recommencer notre vie d'avant malgré le fait que le Covid-19 ait montré certaines limites de nos habitudes de vie, si je puis dire. C'est notamment visible avec ces deux mecs qui se crachent l'un l'autre dans la bouche à la fin. Même si ce passage est assez marrant, j'ai l'impression que la réponse de l'épisode n'est encore une fois pas très optimiste. À peine l'épreuve passée qu'on oublie tout ce qu'on a appris et ce qu'on a dû traverser. Mais alors, quitte à se concentrer sur l'avenir, qu'est-ce que le futur pourrait bien nous réserver ? Le futur de la série, parce que je pense pas avoir les compétences pour faire des prédictions en dehors de ce contexte-là. Miss Nelson meurt, Garrison revient comme le professeur de primaire qu'il a toujours été, et les adultes ne sont plus contre lui. Donc à ce niveau-là, rien de bien révolutionnaire, tout redevient vraiment comme avant. Les adultes sont finalement vaccinés, et on nous fait comprendre une apparente fin de la pandémie. Techniquement, il reste encore les enfants qui pourront avoir accès au vaccin qu'après tous les autres, mais à mon avis, il y a quasiment aucune chance d'avoir un épisode là-dessus, puisque ça ferait trop redite de celui-ci. Et la vaccination des enfants, ça fait déjà quelques temps que c'est plus un problème maintenant. Donc je pars du principe que le Covid est fini dans la série et qu'on pourra donc passer à autre chose. Le seul problème restant, la relation des enfants. Pour moi, ce qui nous est montré dans cet épisode, c'est clairement le début de quelque chose d'important. Je rappelle que la série se terminera probablement dans pas si longtemps, puisqu'elle est actuellement renouvelée jusqu'en 2022. Ce qui nous laisse tout au plus 2 saisons, et en plus on peut interpréter les interactions des enfants comme celles des créateurs eux-mêmes. En tout cas, l'épisode se termine avec la plus ou moins séparation des enfants, et ça risque d'être très important pour la suite, évidemment. Est-ce que ça restera comme ça pour le temps qu'il reste, ou est-ce qu'on aura une réconciliation dans la suite ? Seuls les scénaristes pourront le décider. En tout cas pour la suite, s'ils reviennent avec la saison 2 de Tegrity Farm, ça risque d'en froisser pas mal. Peut-être encore un prochain special 6 mois après pour raconter la suite ? En tout cas, personnellement, je miserais plus sur une saison plus classique, mais on sait jamais. Peut-être que le staff a envie de continuer à encore exploiter ce format davantage. Hop là, salut, c'est le maniaco du montage, et je me permets de couper le mois du passé juste pour vous dire que, comme je l'ai inscrit en message plus tôt dans la vidéo, Matt Stone a annoncé en interview qu'il y allait avoir un 3e special. Donc
Au moins, pour ce qui est du format, on est au courant. Bon, allez, je vous laisse, c'est bientôt fini. En tout cas, plus de Covid dans South Park. J'imagine que d'ici à ce que la suite arrive, ce sera plus ou moins le cas aux États-Unis aussi, donc au moins pas de dissonance à ce niveau-là, et les scénaristes pourront laisser libre cours à leur imagination pour continuer à développer la série dans ce qui est très probablement ces dernières années. En bref, le Vaccination Special était un épisode très sympa qui abordait tout un tas de thématiques liées à son sujet, que ce soit en sous-texte ou plus frontalement. Il arrive à rester cohérent sur tout l'épisode, avec au centre les 4 enfants et tout ce qui gravite autour d'eux, pas de Randy, et également Garrison qui a un vrai rôle à jouer dans l'affaire. C'est vrai que tout n'était pas aussi bien traité comparativement, mais le résultat reste un special très à propos, qui sauf peut-être à certains moments semble savoir où il va. Et il ne reste plus qu'à attendre la suite pour pouvoir pleinement comprendre toutes les graines qui ont été semées dans cet épisode, placées sous le signe du retour à la vie d'avant. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour l'anecdote, j'ai mis tellement de temps à la faire qu'entre le début et la fin de l'écriture, il s'est passé énormément de choses, que ce soit le déconfinement ou même moi qui ai même eu le temps de me faire vacciner. En tout cas, vraiment désolé d'avoir mis autant de temps à la sortir. Ça tombait vraiment pas dans la bonne période pour moi, que ce soit entre les examens, les inscriptions, les oraux, enfin bref, c'était assez compliqué. Le travail aussi, après tout ça, c'est vrai. Mais bon, au moins elle est là. Elle a pris du temps, mais je vais pouvoir passer à autre chose. J'ai certaines vidéos sur le feu, dont une dont j'ai un peu rappelé l'existence dans cette vidéo, donc bah voilà, d'autres vidéos arrivent, que ce soit sur des mangas comme je commence à faire de plus en plus, mais également sur South Park quand même, parce que c'est un peu moi c'est le thème principal de la chaîne finalement de base. Donc ça va arriver très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, le special aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et de la review également, pourquoi pas. Et sur ce, donc moi je vous dis à très bientôt, je sais pas, à bientôt, ou non, très bientôt, parce qu'il y a des trucs déjà tournés qui vont arriver, donc à très bientôt dans ce cas-là, pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.